Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la conférence des espaces non bâtis aux espaces d'accueil de la biodiversité, nouveaux regards, nouvelles attentes et maîtres d'ouvrage, présentée par le Conseil international biodiversité et immobilier et en partenariat avec l'UNEP. Donc nous allons laisser le président de l'UNEP introduire. Président, à vous la parole. Bien, bonjour à tous. Moi, je voulais en quelques mots vous présenter l'UNEP. L'UNEP, c'est les entreprises du paysage. Pour vous donner quelques chiffres, c'est 32 000 entreprises de jardins en France. C'est 125 000 actifs, c'est 100 000 salariés, c'est près de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est réparti sur les marchés d'entretien et les marchés de création, avec aujourd'hui une forte tendance, avec plus de marchés de création que de marchés d'entretien. Dans le domaine de l'emploi, parce que je vois beaucoup de jeunes, donc ça vous concerne particulièrement, sachez que bien évidemment c'est une filière qui embauche. Aujourd'hui on embauche environ 35 personnes par jour et on considère qu'il nous en manque autant. Alors vous voyez que vous avez un bel avenir à venir dans notre filière. Aujourd'hui on est vraiment sur un tournant au niveau de nos marchés. On était une filière qui faisait de l'ornement, c'est-à-dire qui faisait des jardins, de beaux jardins. Bien évidemment, on va continuer à faire de beaux jardins, mais tout en réfléchissant comment on peut préserver l'environnement, comment on peut améliorer son quotidien. Et puis dans les villes, bien évidemment, on est les premiers contributeurs à renaturer une ville, à créer des îlots de fraîcheur, ce qui va devenir de plus en plus indispensable dans les années à venir. Alors l'UNEP accompagne les entreprises, accompagne ses adhérents sur bien évidemment tous les sujets de biodiversité. Il faut savoir que notre organisation est partenaire de l'OFB, engagée pour la nature, et que nous sommes là au quotidien pour expliquer la transformation effectivement des activités au niveau des entreprises du paysage. Ce que l'on demande par rapport aux donneurs d'ordre, donc encore une fois on a un positionnement sur l'ensemble des marchés, publics, privés, les particuliers. Et ce que l'on demande vraiment à l'ensemble de nos donneurs d'ordre, c'est de pouvoir nous associer le plus possible en amont dans la réalisation. Trop souvent, malheureusement, on arrive après, il y a une construction de bâti, et on arrive un peu après, souvent, et malheureusement avec peu de finances. Or, si on veut construire une ville, réhabiliter une ville, et bien évidemment, un bâti se gère aussi avec ses espaces extérieurs et en avant. Là encore, on a aussi un sujet sur du long terme, puisque je vous parlais de sujet de création, mais il y a aussi le sujet de l'entretien. Et l'entretien doit être sur du long terme. Et on a une forte demande pour qu'on puisse avoir des marchés longs. Parce que si on veut pérenniser un jardin, là, on sait très bien que quand on réalise un jardin, c'est pas, la réussite d'un jardin, c'est pas dans les premiers mois, c'est pas la première année, c'est souvent 4 ans ou 5 ans après, et aussi des problématiques d'arrosage au niveau des végétaux. Donc l'idée, c'est vraiment d'être associé en amont, de pouvoir avoir des contrats sur du long terme. Et je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à renaturer et à végétaliser nos villes. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bizot, président de l'UNEP, d'introduire cette conférence. Ça montre l'importance du sujet de la biodiversité dans le monde du paysage. Et vous rejoignez dans quelques instants, non pas, vous ne nous faites pas une impolitesse, mais la finale du concours de reconnaissance des végétaux. Donc c'est aussi un enjeu important que de connaître la diversité végétale, qu'elle soit sauvage ou cultivée. Nous allons en parler. Alors aujourd'hui, autour de la table, nous avons 3 acteurs importants de cet écosystème, si je puis dire, d'acteurs autour du paysage et de la biodiversité. Merci encore. On peut applaudir Laurent Bizot, président de l'Union nationale des entreprises du paysage. Et je suis en train de me battre avec la Zapette qui manifestement a décidé de ne pas nous faciliter la tâche. En tout cas, ça va me permettre de meubler pour vous dire que cette conférence, elle est organisée grâce à l'UNEP et à Quentin, que nous remercions vivement, mais aussi au concours de Plantécité, l'association Plantécité, qui est l'Institut technique de la nature en ville, qui nous a proposé, à nous, l'association CIBI, je vais vous expliquer ce dont il s'agit, de prendre la parole ici au Salon Paysalia. Merci beaucoup, c'est parfait.
Et donc le CIBI, c'est une association qui a été créée il y a 10 ans, en 2013. Nous avons démarré à 7 à impliquer nos organisations respectives. Nous sommes aujourd'hui 90 structures membres et puis plus de 150 assesseurs, dont Raphaël Guénard, ici présente, qui fait partie de la dernière promotion en date. Et le Conseil international biodiversité et immobilier, c'est un mot un peu long, désigne en fait un aréopage d'acteurs publics, privés, des maîtres d'ouvrage dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui commanditent les aménagements paysagers, jusqu'aux spécialistes de la biodiversité, les écologues urbains, les associations de protection de la nature. Merci beaucoup à la régie et à Quentin. Et puis les architectes, les paysagistes concepteurs, qui ne sont pas physiquement représentés aujourd'hui, mais qui sont essentiels dans ces projets, ainsi que les entreprises du paysage. Et l'objet de l'association CIBI, c'est de développer la biodiversité urbaine, en particulier les relations entre les urbains, les citadins, les êtres humains et différentes formes de vivants en interaction avec des lieux aménagés, qu'ils soient en centre urbain, en périphérie, toujours avec une empreinte humaine d'activité forte, que ce soit des logements, que ce soit des entreprises ou autres. Une statistique importante que l'on connaît en particulier ici dans la métropole de Lyon, c'est que lorsque l'on veut réussir la transition écologique des villes, l'adaptation au changement climatique, dont parlait notre ami Laurent Bizot tout à l'heure, réussir à atténuer les discontinuités écologiques et même, dans un certain nombre d'endroits, à renaturer, ce qui était aussi un mot-clé évoqué tout à l'heure. Et puis lorsque l'on veut que chacune et chacun d'entre nous ait accès à ces fameux 10 mètres carrés d'espace vert par habitant, qui est le minimum requis par l'OMS pour être dans un état de santé physique et mentale sain, et bien pour cela, il faut mobiliser aussi tous ces espaces de maîtrise d'ouvrage privés, puisque dans la métropole de Lyon, 70% des espaces verts sont de maîtrise d'ouvrage privée, c'est-à-dire les jardins des particuliers, des copropriétés, des entreprises, des zones d'activité, et j'en passe. C'est donc colossal. Et lorsque l'on dit qu'il faut verdir la ville, c'est cet ensemble d'un tissu public et privé. Et donc pour en parler aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir 3 intervenants. Alors, la bienséance et la galanterie ont été mises à mal dans l'ordre de passage, vous allez le voir, mais on ne va pas y déroger en revanche, heureusement, pour les présentations. Donc Raphaël Guénard, vous êtes fondatrice de l'agence Naturbanisme. Vous nous expliquerez tout à l'heure en quelques mots votre activité, comment est-ce que vous accompagnez les acteurs de la maîtrise d'ouvrage et du paysage dans cette transformation écologique. François Boléa, vous êtes responsable biodiversité dans l'entreprise Terre Idéale, bien connu des Lyonnais pour avoir ses racines dans les pépinières Levrat et puis ensuite l'entreprise Tarvel. Et puis enfin, last but not least, puisque c'est vous qui allez ouvrir le bal, Yann Montabrou, vous êtes président de MOAO Conseil et vous avez travaillé sur un projet en particulier, pas que, mais qui est le campus de RTE à Jonage. Chacun et chacune ont une dizaine de minutes pour nous présenter le résumé de leurs propos. On va ensuite échanger autour de quelques questions et puis on clôturera cette intervention à 10h30 pour laisser la place aux suivants et vous permettre de venir poser des questions aux intervenants. Yann, c'est à vous, je vous laisse le micro. Bonjour à tous, merci. Voilà. Bon écoutez, je suis ravi de pouvoir participer et puis de pouvoir vous présenter la démarche, les démarches qui ont été mises en œuvre sur le projet du campus Transfo de RTE. Je reprécise le cadre. C'est un projet qui a été lancé fin 2015, qui a été livré en 2022. J'intervenais en qualité de directeur de projet dans les effectifs de RTE. J'ai quitté l'entreprise récemment pour monter mon cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de conseil. Voilà, néanmoins, je suis là pour vous parler du projet et de la démarche qui a été celle de RTE, qui a été très moteur sur ce qui a pu être mis en œuvre. Le campus Transfo à Jonage, grosso modo, c'est 30 000 m² de construction sur 6 hectares de terrain en périphérie de la région lyonnaise, à Jonage, dans une zone semi-urbanisée. On est venu construire sur des parcelles
Une qui était un peu à l'abandon, des espaces en friche, et l'autre qui était un champ de patates. Voilà. Dans le cadre de ce projet, alors pour l'entreprise, les objectifs généraux étaient un peu les suivants. Bon nombre d'acteurs aujourd'hui sont conscients de la responsabilité qu'ils ont d'un point de vue sociétal et environnemental. RTE, en tant qu'acteur au sein de l'État, au titre du réseau de transport et d'électricité, a des activités particulièrement impactantes au niveau de l'environnement. Donc l'entreprise a la volonté, je dirais, d'intégrer les sujets, d'avoir une démarche responsable d'un point de vue sociétal et environnemental, afin de travailler sur deux sujets. C'est son impact environnemental. Elle le fait depuis 2008 à travers une stratégie, à travers un plan SNB, et puis à travers la qualité de vie au travail. Dans le cadre du projet, du coup, on a décliné cette démarche-là, à travers des cibles. La première, c'était, alors je pose le cadre, c'était une démarche HQE, bâtiment durable global, pour travailler sur des sujets tels que l'impact, la ressource, la qualité sanitaire et le confort. On a voulu également mettre l'accent sur des points plus particuliers comme la performance énergétique et la valorisation des énergies renouvelables à travers un label BPOS 2017. En complémentarité et en cohérence, on a également travaillé un label biosourcé de niveau 3. On a 46 kg par mètre carré de matériaux biosourcés. On est 10 kg au-dessus du niveau le plus élevé de ce label. Et en dernier point, parce que là on travaillait beaucoup sur le sujet du bâtiment, le bâtiment il est également dans un environnement, tout ce qui est lié aux espaces extérieurs implique des sujets en lien avec la biodiversité. Donc on a voulu mettre l'accent sur ce sujet-là. 2015, on a regardé ce qui se faisait, qui existait, qui pouvait nous accompagner. Il s'avère qu'on a trouvé le label Biodiversity, qu'il y avait quelques opérations qui ont démarré, on l'a regardé de près, on l'a analysé et on s'est dit, on a un outil qui va nous donner un cadre pour nous amener à avoir une démarche pertinente et ambitieuse. Bon nombre d'années après, on est relativement satisfait du résultat sur ce projet-là en lien avec la biodiversité. Donc la biodiversité, il faut comprendre que dans le cadre d'un projet immobilier, il n'y a pas que la biodiversité. La biodiversité pour le paysage, c'est la même chose que le HQE pour le bâtiment. L'amalgame est assez simple, mais l'analogie est assez simple, mais voilà. Alors, plus en détail, aujourd'hui, le parti pris pour la biodiversité, c'était de maximiser les espaces plantés, de favoriser les continuités écologiques, surtout qu'on s'inscrivait dans un environnement urbain où il existait déjà des corridors écologiques. Il s'avère que par le biais de ce projet, on a eu l'opportunité même d'offrir une continuité. Et on parlait je dirais du fait que tout le monde a sa part, acteurs privés, acteurs publics. Voilà, on a contribué collectivement à avoir au niveau urbain un espace qui est cohérent. On voulait également offrir des zones humides et puis offrir des espaces extérieurs aux usagers. Le projet aujourd'hui, c'est 15 000 m² d'espace extérieur végétalisé, prairies, jardins, vergers, nous. Une palette végétale large qui a été retravaillée pendant le projet pour s'adapter aux évolutions climatiques. Voilà. Je dirais, on reste assez modeste. À l'époque, on n'était pas spécialement prêts, on ne l'est toujours pas. On fait du REX et en fait, on était dans l'amélioration continue. C'est un principe de base qu'on s'est appliqué. Donc, on a fait évoluer la palette végétale jusqu'à la fin. Voilà, 40 espèces d'arbres, 48 espèces d'arbustes, 11 000 arbustes, 11 000... alors, les chiffres sont importants. 11 000 vivaces, 1000 m² de bassin. Voilà, donc on est intervenu sur tous les créneaux. On a mis en place vergers, bassins, des espaces également, des nids sur les espaces extérieurs, intégrés également aux façades du bâti, un jardin potager qui aujourd'hui fait l'objet d'une animation. Voilà. Alors pourquoi avoir fait quels sont les bénéfices de tout ça au-delà des objectifs?
Les bénéfices pour l'environnement, ça participe à, in fine, à diminuer l'effet d'îlot de chaleur. Donc, les bénéfices ne sont pas que pour la biodiversité. C'est ça qui devient intéressant, c'est que quand on intègre ça dans une démarche globale, c'est des investissements justifiés, pérennes, et qu'on peut même qualifier, que l'on peut considérer comme n'étant pas des surinvestissements d'un point de vue financier. Diminution des îlots de chaleur, réduction de l'impact carbone, ne serait-ce par le fait que on a utilisé le label végétal local. Donc en fait, je dirais l'impact carbone et au coût de transport était réduit. On favorise également, en favorisant les filières locales, on favorise l'activité locale. Donc ça, sur le point sociétal, c'est assez intéressant. On a réduit les polluants, on est en zéro phyto. C'est Terre Idéal aujourd'hui qui nous accompagne sur l'exploitation de ce site. On a un plan de gestion différencié qui a été mis en place dans le cadre du label également Biodiversity, qui nous sert au quotidien dans le cadre de l'exploitation. On a réduit les déchets, voire on les valorise puisqu'on les réutilise, les déchets verts, in fine sur le site. Et puis on a pu maintenir un habitat, voire favoriser l'habitat pour la faune et pour la flore. Il faut savoir qu'au titre de ce projet, il est important de ne pas être déconnecté avec son environnement. On n'arrive pas avec nos idées. En fait, il y a eu un diagnostic qui a été fait par l'ALPO, par des écologues. D'ailleurs, il est important de souligner, pour arriver à ce type de résultat, l'importance d'intégrer très en amont les écologues, puisqu'aujourd'hui, ce sont la matière grise qui nous aide à comprendre ce qu'est la biodiversité. Ici, on parle paysage, mais la biodiversité, c'est pas que la flore, c'est la faune. Et la faune, ce n'est pas forcément un élément que les gens du secteur du paysage connaissent encore bien. Mais demain, il va falloir travailler et pouvoir composer avec. Voilà, les bénéfices sociaux, une valorisation de l'image, des lieux également ouverts aux usagers, et puis un outil pédagogique. Voilà. Vous avez les images du projet. Ce qui ressort aujourd'hui de ce projet, c'est que, alors il y a eu un questionnaire auprès des usagers. Le bâtiment est perçu comme plus écologique, plus agréable et plus confortable. Vous aurez compris que les bénéfices sont multiples. Le temps est court, donc je vais devoir m'arrêter là. On pourra en parler des heures. J'essaie de dresser un panel un peu complet et puis surtout de réintégrer ça dans un contexte. C'est une démarche globale et transverse. C'est pas que la biodiversité toute seule. Il faut bien appréhender l'intégralité des paramètres relatifs à une opération et à son intervention. Merci beaucoup pour cette présentation assez flash de ce campus de RTE, donc RTE, Réseau de transport d'électricité, qui est donc un acteur, comme vous le dites, important de l'énergie. Et donc c'est pas un hasard que le bâtiment ait des exigences d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue de la biodiversité. Et vous l'avez dit, à la fois pour comprendre le contexte dans lequel on est, il faut l'évaluer au départ, comprendre quelles sont les espèces, quel est l'environnement, quelles sont les continuités écologiques, les fonctionnalités, et puis ensuite mettre en place un plan de gestion, un plan d'abord d'aménagement, puis un plan de gestion. Et justement, ça fait le lien, puisque Terre Idéal, vous avez la gestion de ce site. François Boléa, vous êtes responsable biodiversité. Dans votre carrière, vous avez notamment travaillé dans un lieu qui m'est cher, qui est l'Écopole du Forêt, puisque je suis né juste à côté. Mais ça, c'est une autre histoire. Comment est-ce que ça se matérialise chez Terre Idéal sur ce site, mais aussi au-delà? Quelles sont les composantes qui vous semblent essentielles pour travailler avec le vivant, pour lui et aussi pour qu'il nous rende un certain nombre de services? Alors, pour reprendre un petit peu vos éléments, en fait, vous, ce que vous avez créé, c'est un vrai milieu naturel, en fait. C'est un bassin, vous avez parlé de la faune, il y a un crapaud calamite là-bas, c'est un crapaud protégé. Et un des objectifs, je crois, de la création de cet espace vert, c'est plus un espace vert, c'est un espace vert, mais en même temps, c'est un milieu naturel qui reproduit une prairie naturelle, des bassins qui sont très riches en biodiversité. Et c'est comme ça aussi qu'on l'aborde, nous, à Terre Idéal, comme pour l'entretien de ce site. On n'est plus dans un entretien classique, je dirais, d'espace vert. On est aussi en train de gérer un milieu naturel avec une biodiversité qui est connue. Et c'est en ça qu'on fait une gestion écologique. C'est-à-dire que pour nous, la gestion écologique, c'est à partir du moment où on connaît la biodiversité et l'aspect étude dont vous parliez tout à l'heure, elle est pour nous très importante, avec la connaissance effectivement du cortège floristique, mais aussi faunistique. Voilà. Alors, la question qui nous était posée, c'était quelle
qu'est-ce qu'on nous demandait de différent maintenant pour prendre en compte la biodiversité dans l'entretien, l'aménagement des espaces verts. Je vais juste vous évoquer parce que le métier évolue énormément, et je vais juste évoquer quelques exemples d'éléments nouveaux qu'on nous demande et qui font appel à des compétences complémentaires, nouvelles dans nos équipes. Là, donc on est sur un autre campus, c'est alors là, c'est pas on est sur un campus en fait un entretien d'espace vert sur. Alors non, c'est plus un campus, c'est un entretien d'espace vert d'un site industriel, pardon. Et donc là, on a un contrat en fait d'entretien qui est relativement classique. On tourne la pelouse, on taille les haies de manière géométrique, etc. Et en fait, la demande et l'intention en fait de notre client, c'est de dire qu'est-ce que vous pouvez nous proposer de différent et qui soit intéressant sur le plan de la biodiversité. Nous, notre approche, c'est de dire, à Isoku, qu'est-ce qu'on peut vous proposer de différent et qui respecte la biodiversité. Et donc, on va aller assez spontanément vers une gestion, on va passer une gestion différenciée, une gestion écologique, c'est-à-dire qu'on va transformer nos prestations, on va faire des inventaires de biodiversité en caractérisant un petit peu les habitats, c'est-à-dire que les espaces enherbés, c'est pas juste une pelouse, c'est une prairie qu'on va qualifier, c'est une pelouse sèche, une pelouse humide, et puis on va faire une gestion, on va venir rechercher les espèces qui sont des espèces qui sont caractéristiques de ces milieux. On ne va pas faire des inventaires de biodiversité comme un bureau d'études, mais on va quand même regarder quelques cortèges. Là, je vous ai mis deux orchidées que tout le monde connaît, qui sont relativement fréquentes, l'Ophrys abeille et l'orchis pyramidale, qui sont des espèces intéressantes en fait, qui ne sont pas spécialement rares, mais quand elles sont présentes, on sait qu'on a un cortège floristique qui est intéressant et qui... en fait, ce qu'on va rechercher, c'est d'aller conserver ces espèces-là. Et on sait que quand on va conserver ces espèces-là, on va faire une gestion qui est favorable à la biodiversité. Pour conserver ces espèces, il faut faucher et ramasser l'herbe, c'est-à-dire il faut appauvrir le sol. C'est des espèces qui sont dans des milieux pauvres. Plus les sols sont pauvres en matière organique, plus ils sont riches en biodiversité. Ça, c'est une règle un peu nouvelle qu'on applique maintenant en espace vert et qui nous impose de travailler avec des nouvelles techniques et du nouveau matériel qui va faucher, ramasser l'herbe. Et ça nécessite aussi d'avoir des prairies à la place des pelouses. Donc ça, c'est une nouvelle gestion en fait qu'on va faire, qu'on planifie. Donc on a des cartographes et on fait des plans de gestion qui nous permettent de localiser et de montrer, de caractériser les milieux qu'on entretient. Donc nos jardiniers ne sont plus uniquement des jardiniers, on essaye de les former, de les accompagner pour qu'ils soient aussi un petit peu naturalistes. Autre exemple, là, on est dans une zone d'activité, on est à côté de Saint-Étienne, Andrézieux-Boutéon, la zone d'activité internationale d'Andrézieux-Boutéon. C'est une zone d'activité relativement classique, sauf que dans le contrat en fait, d'entretien qu'on a pour l'entretien de cette zone-là, on a des mesures classiques, je dirais, d'entretien des espaces verts, mais on a aussi la gestion des mesures compensatoires. Une mesure compensatoire, c'est une démarche réglementaire. Quand on crée un grand équipement qui va impacter lourdement le milieu, il y a une évaluation de la biodiversité. Et après, il y a des mesures compensatoires avec une séquence qu'on appelle éviter, réduire, compenser les impacts qu'on a sur la biodiversité et qu'on retrouve en fait dans nos marchés et qui vont du coup nous imposer de travailler un petit peu différemment. C'est-à-dire que dans ce marché d'entretien des espaces communs de la zone d'activité, il faut qu'on prenne en compte la biodiversité. Je vous ai donné l'exemple du crapaud calamite d'ailleurs qui est présent sur votre campus, qui est ce crapaud-là. On a dans l'entretien de cette zone d'activité ce qu'on appelle un crapauduc, donc c'est un passage souterrain qui permet aux animaux de traverser et de se rendre sur leur lieu de reproduction qu'on voit en bas à droite de la photo. On voit une petite virgule noire qui sont les œufs en fait de ce crapaud-là, qui se reproduit dans des petites mares temporaires. Et donc ça nécessite à la fois d'entretenir la mare
régulièrement. C'est un crapaud qui va se développer dans des milieux qui sont pas très avec peu d'épaisseur d'eau, donc ça faut un entretien particulier, curer relativement régulièrement, gérer la végétation, il aime bien ne pas avoir trop de végétation dans son espace de reproduction, et puis gérer aussi le crapauduc tous les ans pour que il soit favorable à cette espèce, pour qu'il puisse passer. Voilà, s'il y a trop de végétation, en fait, il va pas pouvoir traverser. Voilà. Autre élément nouveau, nous on pratique l'éco-pâturage depuis une dizaine d'années. C'est à peu près la période dans laquelle l'éco-pâturage s'est imposé dans l'entretien des espaces verts de manière assez naturelle, je dirais. Donc l'éco-pâturage, c'est quoi? C'est gérer un milieu avec des animaux. C'est la différence avec le pâturage. Le pâturage, c'est on gère des animaux avec un milieu. L'éco-pâturage, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la priorité, c'est le milieu. Et donc dans ces nouvelles demandes, on a des demandes de retrouver de l'animal en ville, par exemple. Ça, c'est des choses récentes. Donc on en met sur des campus, on en met dans de l'espace vert, voilà. Il y a aussi des demandes pour gérer efficacement les plantes invasives. L'aéronouée, par exemple, qui sont vraiment une plante qu'on retrouve partout et dont on ne sait pas trop se débarrasser. L'éco-pâturage permet de réguler ces espèces-là. Et puis après, on fait de l'éco-pâturage dans d'autres espaces, les panneaux solaires. En bas à gauche, on est sur l'abbaye du Touronnais, dans le sud de la France, où on a un espace d'accueil du public qui est assez complémentaire. En fait, on va voir des vieilles pierres, mais les enfants, ils s'embêtent un peu. Ils voient des animaux, et donc c'est assez complémentaire. Et on a un rôle un petit peu d'éducation à l'environnement là-dessus. On a nos propres animaux, on a nos bergers aussi. Donc on a des jardiniers qu'on a formés pour être des jardiniers bergers. Et on a des bergers tout court également. Donc on les forme en interne, on a nos propres animaux, nos propres démarches par rapport à ça. Et on est assez fiers d'annoncer qu'on est médaille d'or du label Animalicité. Donc c'est un label qui est... en fait, l'éco-pâturage, c'est une activité qui se structure, qui se renforce dans les métiers d'espace vert. On travaille également sur des aspects je sais qu'il y a des BTS gestion protection de la nature ici qui font aussi de l'éducation à l'environnement. L'éducation à l'environnement, ça fait partie intégrante de nos métiers maintenant, parce que dans toutes ces mesures de gestion écologique qui transforment nos espaces verts, si on n'accompagne pas ça par de l'éducation, de l'explication, des panneaux, des animations pédagogiques, c'est pas compris. Si c'est pas compris, c'est pas accepté. Et si c'est pas accepté, c'est remis en cause. Donc il faut travailler sur aussi, et maintenant on forme aussi nos opérateurs à être aussi des animateurs. Voilà. Et donc on touche à la fois à l'éducation à l'environnement. Voilà. Et puis voilà, donc on forme nos opérateurs, on fait ce changement-là, on doit former nos opérateurs. Sur la gauche, là, on fait de l'accompagnement de nos opérateurs. Quand on utilise du matériel électrique, il faut qu'on forme nos opérateurs. On utilise du nouveau matériel et on se fait nous-mêmes nos propres outils pédagogiques pour accompagner ce changement-là. Ça, c'est juste quelques exemples des nouveaux usages des espaces verts et comment ça se transforme pour nous dans nos métiers chez Terre Idéale. Alors, on a une nouvelle demande d'acteurs qu'on n'attendrait pas forcément sur ces sujets-là. Site de campus, site industriel. On évalue, comme vous l'avez indiqué tous les deux. On met en place un plan d'action. Et évidemment, il faut transformer les pratiques, se former techniquement et former les jardiniers techniquement, parce que ce sont les acteurs de cette gestion. Se former aussi à la pédagogie, en plus de se former à de nouveaux métiers. Et puis enfin, investir dans du matériel. Ça, on pourra en parler, mais... Lorsque l'on exporte les déchets verts plutôt que de les broyer sur site, ça peut sembler anodin, mais c'est quand même très conséquent d'adapter du matériel qui n'est pas tout à fait non plus exactement le même qu'un matériel agricole, ne serait-ce que la largeur, par exemple, d'un rond-de-balleur pour passer dans des sites assez contraints. Ces toutes petites nuances font que les entreprises aussi ont un enjeu fort de transformation. Et justement, pour les accompagner et accompagner ces maîtres d'ouvrage, Raphaël Guénard, vous avez créé Naturbanisme. Naturbanisme qui conseille, qui aide en fait ces acteurs, et notamment en délivrant, en accompagnant les projets au titre d'assesseur biodiversity. Donc un assesseur, c'est un écologue ou un agronome avec une forte sensibilité pour l'écologie urbaine qui accompagne un maître d'ouvrage pour définir
en fonction du diagnostic du site et des objectifs qu'on va se donner, que ce soit sur la biodiversité, sur les services qu'elle rend ou sur le lien entre les usagers du site, les habitants si c'est un logement, les clients si c'est un espace commercial, les salariés pour les 2 exemples que nous venons de voir. Et vous les accompagnez tout au long du projet. Et une fois que cette ambition est fixée, vous êtes aussi les garants de leur bonne exécution. Alors Raphaël, en quelques mots, qu'est-ce que Naturbanisme et quel changement vous voyez justement dans ces pratiques? Merci. Naturbanisme, c'est une agence de renaturation urbaine. Donc on accompagne les aménageurs, les architectes, même les paysagistes. En fait, on fait de la synergie de projet. C'est ce qui nous différencie beaucoup d'un paysagiste. Donc on va accompagner, même avant permis de construire, jusqu'au suivi du projet, et même voir renaturer un lieu qui était artificialisé. Donc moi j'ai des compétences surtout en design en permaculture, qui n'est pas que de l'agriculture ou du potager, mais vraiment du management de projets écologiques. Et c'est là toute l'importance et en même temps la difficulté depuis des années de pouvoir participer à des projets, de mettre en synergie le paysagiste et l'architecte. Ça semble pourtant simple, mais c'est très rare que ça se produise, surtout en phase de conception. Et donc du coup aussi la différence pour moi et le gros intérêt de la permaculture et aussi de l'écologue, c'est la biophilie, c'est comment on va mettre en relation la nature et l'humain. Parce que quand on dit sauver la planète, si on la laissait tranquille, elle irait très bien. Donc en milieu urbain, c'est différent du milieu rural. En milieu urbain, le prédateur de la nature, on va dire que c'est l'homme, l'humain en soi, et qu'il faut qu'on développe des usages, qu'on enlève aussi les peurs parfois que l'on a envers la nature, surtout par exemple envers les mauvaises herbes par exemple, qui au final sont souvent des plantes médicinales et bioindicatrices et qui peuvent nous montrer justement l'état du sol ou l'état du milieu. Donc moi, une des spécialités, c'est que je n'ai pas appris en école de paysage, j'ai fait un petit passage quand même au CFPH et à Agrotech de Vienne. Mais j'ai commencé toute seule. Et comme j'aime dire, c'est en se plantant qu'on devient cultivé. Donc j'ai pas du tout écouté les règles de jardinage conventionnel ou d'agriculture. Et j'ai expérimenté le jardinage sans arrosage. Donc au début, tout ce qui était comestible et potager. J'ai monté un lieu qui s'appelle le Permalab de Stara et qui est dans le 9e arrondissement de Lyon, et qui est aujourd'hui plutôt un jardin expérimental et pédagogique où l'on peut montrer différentes techniques pour ramener la biodiversité en ville, comme des mares, comme un énorme lierre, comme les sols vivants, de l'électroculture. On accompagne des porteurs de projets qui ont envie d'expérimenter, justement, et qui ont envie d'être en collectif pour être plus forts et aller plus loin. J'ai aussi travaillé à la ville de Lyon pendant 1 an, où j'ai pu aussi expérimenter et former des jardiniers. Et donc du coup, tout ça sans arrosage et sans export, que ce soit pour du potager ou pour de l'horticole ou pour les refuges biodiversité. Et tout ça, le seul secret pour moi, c'est le sol, qui est une priorité, qui a longtemps été vue seulement comme un substrat inerte et qui pourtant contient un gros pourcentage de la faune sur la planète. Et sans ce sol, alors, dépend du plan de plantation qu'on a envie de réaliser. Mais là, par exemple, je vais vous donner l'expérience d'un jardin partagé que j'ai fait cette année dans une résidence de logements sociaux, et où la terre, il y a eu un apport de terre de remblai avec beaucoup de cailloux, terre très argileuse, donc pas très confortable pour faire un potager. Et donc du coup, en faisant de la synergie aussi de territoire, en allant voir les producteurs, les éleveurs aux alentours, on a réussi à trouver des déchets, à les ramener, et au final à refertiliser, à régénérer le sol avec des coûts 20 fois moins élevés.
en coût de matière et avec un résultat inespéré et bien plus qualitatif que si on avait juste ramené de la terre végétale un peu inerte. Là, vraiment, il y a une vie du sol qui est en train de se constituer. Même la terre argileuse devient meuble. Et ça, vous pouvez le voir de janvier à juin. Voilà. Et donc, du coup, voilà, nourrir le sol, que ce soit en fait plutôt les ouvriers du sol qui travaillent la terre, au lieu que ce soit nos machines, et aussi protéger le sol, ça fait qu'on peut arriver à des paysages sans arrosage, qu'ils soient cultivés ou non. Donc pour moi aussi, je rejoins François, c'est que ça fait un moment que je fais mes expérimentations, que je fais mon activité, que j'accompagne tout type d'acteurs pendant les projets immobiliers ou par exemple de parcs urbains aussi en cogestion citoyenne. Et donc je me suis plutôt mise dans la conception par facilité, parce que de monter une boîte de paysage, ça demande quand même beaucoup d'investissement. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal en fait à trouver des entreprises d'espaces verts qui ont des compétences comme je suis ravie de l'apprendre pour Terre Idéale, qui pratiquent des pratiques de sol vivant, de couverture de sol, et qui ont un petit peu un rôle aussi d'observation et d'analyse. Donc là, on peut voir, c'est des expérimentations qu'on a menées au parc de la Tête d'Or, dans le jardin botanique, donc vraiment avec les botanistes. Il y avait un problème de liseron, donc ça faisait 20 ans qu'ils luttaient contre le liseron en cramant le sol, en mettant des bâches, et le liseron revenait. Et donc moi, avec une approche plutôt écologue, je me suis dit en fait c'est plus une plante pionnière, et ça marche aussi par exemple pour les élantes que j'avais sur notre terrain dans le 9e. Une plante pionnière, elle a un rôle à jouer dans l'évolution du paysage pour tendre forcément vers plutôt un système forestier, mais ça peut prendre des dizaines, des centaines, des milliers d'années. Et donc du coup, pour moi, de voir par exemple du liseron, c'est surtout se dire qu'est-ce que ça veut nous dire. Ça veut nous dire surtout que c'est un sol qui est très compact et que, heureusement qu'elle est là, je sais que ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais elle nous montre que elle peut, elle, le décompacter, mais qu'il va lui falloir du temps. Si nous, on nourrit notre sol et que du coup, on a tous nos ouvriers du sol, tous nos insectes, les champignons aussi, les bactéries, qui vont faire le travail à notre place et de manière quand même assez rapide, en l'espace de 6 mois, on voit un résultat net, le liseron n'aura plus sa place. Et c'est ce que l'on a fait, donc je vous invite vraiment à aller voir le travail qu'ont fait aussi les botanistes devant la serre Victoria, entre des plantes compagnes pour essayer de lutter contre le liseron, ou des plantes potagères avec un système racinaire qui vont décompacter le sol, et nos expériences aussi de lasagne et de butte, et qui ont très bien marché. Et donc du coup, nous, on a envie aussi, vu qu'on se sent assez seul, de former de la conception à l'entretien des acteurs du paysage ou de l'immobilier aussi, à ces nouvelles pratiques. Merci beaucoup Raphaël. Alors votre propos illustre parfaitement comment est-ce que l'observation du vivant nous permet de créer des milieux qui sont aussi plus résilients, de trouver des remèdes plus naturels en considérant, comme vous le dites, les successions végétales. Ça rejoint d'autres techniques qu'évoquait Terre Idéale tout à l'heure sur l'éco-pâturage pour se débarrasser par exemple de la renouée du Japon. Évidemment, l'éco-pâturage n'est pas une panacée. On ne le met pas en place partout parce qu'on apporte de la matière organique. Et donc, à travers ça, le sujet, c'est donc d'indiquer que chaque espace, en fonction de sa localisation, de sa connexion au milieu et de sa fonctionnalité, chaque espace en fonction des usages qu'on va y pratiquer, en fonction des objectifs qu'on se fixe, va avoir un mode de gestion particulier. C'est ce qui fait la complexité du sujet, mais c'est aussi ce qui fait sa richesse. Cette complexité, le nombre de sujets à prendre en compte peut sembler être un mur quand on s'implique, quand on veut s'impliquer dans le monde du paysage, parce que ça bouge, comme vous l'avez dit, très vite. On évoque le sol, la clé du sol, si je puis dire, mais il y a aussi l'eau. Alors juste petite statistique que nos amis hydrologues
notamment du mouvement pour une hydrologie régénérative, qui en fait est tout simplement une hydrologie qui considère le relief et le cycle local de l'eau. 2/3 de la pluviométrie, 2/3 des eaux qui tombent sur les continents proviennent de ce qu'on appelle l'eau verte, c'est-à-dire l'humidité des sols et des plantes. Et on voit là, par exemple, toute l'importance de considérer le milieu dans lequel on s'implante dans le temps long, comme le disait Laurent Bizot tout à l'heure, parce que lorsqu'on va implanter des arbres, par exemple, on va peut-être déroger à la règle du zéro arrosage pour faire en sorte qu'ils aillent chercher profondément de l'eau. On va potentiellement les arroser, devoir les arroser. Et derrière, après ces 2 années, on participe à constituer des milieux qui eux-mêmes vont favoriser le cycle de l'eau en local. Et quelque part, on peut se dire, ça peut paraître contre-intuitif pour prendre un mot à la mode, mais il faut planter pour faire tomber la pluie. Donc on le voit, on peut avoir des objectifs de préservation de la nature pour elle-même, et ça n'est pas un mal vu l'état dans lequel elle est. On parle bien d'effondrement de la biodiversité, cette 6e extinction de masse. Les espèces disparaissent 300 fois plus vite qu'attendu. Les effectifs, c'est-à-dire le nombre d'individus dans chaque espèce, sont en chute libre, y compris chez nos amis les insectes. Ça, c'est pour les plus anciens, c'est les inconnus, les insectes sont nos amis. Et chez les oiseaux. Donc, c'est le fameux printemps silencieux que Rachel Carson nous décrivait déjà dans les années 70. Donc, on a besoin de cette nature, mais on a aussi extrêmement, de manière totalement égoïste, besoin d'elle pour notre santé. On ne peut pas vivre éloigné du vivant, c'est la biophilie dont vous parliez, Raphaël. Et puis, pour tout simplement notre santé physique, infiltrer les eaux lorsqu'elles arrivent trop fort sur de trop courtes périodes. On en a des exemples, hélas, en ce moment très très forts. Et puis aussi, on l'a vécu cet été comme les précédents, je souris mais ça n'est pas très drôle, des sécheresses prolongées. Donc retrouver des cycles locaux est extrêmement important, et il faut retenir qu'il faut différencier cette approche et qu'il n'y a pas une forme de vivant, mais bien chacune adaptée à chaque espace. Alors quand on dit tout ça et on met dans le bocal, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes en formation avec nous aujourd'hui. J'ai envie de vous poser une question avant de faire une très brève conclusion. Pour vous, qu'est-ce qui, en plus des formations que vous suivez, quelle serait l'arme, entre guillemets, le conseil que vous voudriez donner chacun pour devenir demain des acteurs de cette transition écologique et être, au-delà d'être des jardiniers, d'être des jardiniers dans toute leur épaisseur, des jardiniers du vivant? Ce serait quoi votre conseil pour tous les jeunes qui sont ici avec nous? Moi, ça serait d'expérimenter, de continuer d'expérimenter, parce que tout ce qu'il y a écrit dans les livres, dans les vidéos, dans tout ce qu'on se dit, ça fait partie d'une époque, et je pense que cette époque-là, elle évolue. La Terre évolue, la biodiversité évolue, les usages évoluent aussi, et je pense qu'il y a vraiment besoin d'innovation, et surtout d'innovation plutôt avec des solutions fondées sur la nature ou low-tech, parce qu'elles suffisent, et puis un écosystème est vraiment bien fait. Et juste petite parenthèse que j'ai oublié de dire, c'est que vraiment, merci au label Biodiversity et à d'autres accréditations qui font que pour moi, c'est un vrai levier, en tout cas dans le monde de l'immobilier ou de la construction. Ça donne vraiment envie aux maîtres d'œuvre d'aller plus loin dans leur paysage, et d'intégrer aussi tous les professionnels qui sont à mettre en synergie. Super. François, une réaction, un conseil expérimenté? Moi, je dirais alors c'est particulièrement vrai pour l'entretien des espaces verts, c'est pas toujours faire ce qu'on nous demande de faire, et parfois pas faire exactement ce qu'il y a dans les cahiers des charges, et donc savoir proposer autre chose qui va dans le sens de la protection de la biodiversité. Je pense qu'on est en entreprise, particulièrement d'espaces verts, il faut qu'on sorte de notre posture d'exécutant, et qu'il faut qu'on sache proposer des choses. Voilà. Convaincre, c'est pour ça qu'il faut qu'on éduque, qu'on forme, etc. Et il faut sortir de notre cadre classique, je dirais, d'entretien d'espaces verts. Une haie à l'automne, elle n'a pas forcément à être carrée, rond ou triangle. Il lui faut un port libre pour avoir des fleurs et pour avoir des oiseaux qui vont manger les fruits.
Donc il faut casser un petit peu nos codes conventionnels. On expérimente et on ose parfois sortir des sentiers battus. Merci Yann. Le mot de la fin, côté maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client qui dirige le chef d'orchestre de tout ça. C'est vrai que l'argent est le nerf de la guerre. Et pour tous les gens impliqués, il faut être dans la pédagogie, il faut démontrer et derrière ça suivra. Moi, j'ai pas de conseils, j'ai plutôt une note d'espoir. Aujourd'hui, ces sujets-là, ça va dans le sens de l'histoire. Vous êtes des filières qui vous offriront la possibilité d'avoir un travail et une action qui a du sens. Et aujourd'hui, pour les jeunes générations, c'est des choses qu'on entend. C'est une bonne filière qui vous permettra de mettre du cœur à l'ouvrage avec un métier, des pratiques qui a du sens et en lien avec son environnement et au bénéfice de l'environnement de tous. Et ben voilà, expérimenter, oser et avoir confiance dans ce noble métier de jardinier. Avant, on parlait de jardinier 5 branches. En fait, vous avez beaucoup plus de 5 cordes à votre arc. Et c'est super pour faire en sorte que cette planète reste vivable, y compris dans des lieux où on ne l'attend pas. Le vivant est là pour nous aider, pour peu qu'on l'observe et pour peu qu'on y soit attentif au quotidien. Et ça, c'est aussi un message, c'est-à-dire que les métiers de l'entretien, de la gestion, c'est un renouvellement quotidien et peut-être même une source d'émerveillement et de créativité insoupçonnée, beaucoup plus que la création qu'on entend souvent lorsqu'on sort de l'école. Je veux faire de la créa, de la créa, de la créa. Voilà, donc merci d'être venus aussi nombreux. Merci Raphaël, merci François, merci Yann de vous être prêtés au jeu de ce témoignage, toujours assez bref. L'association CIBI a une actualité riche en cette fin d'année. Vous pourrez nous retrouver au salon CIMI, le salon de l'immobilier, la semaine prochaine pour le lancement du label Biodiversity Ready. Ready, c'est prêt à, et ce sont les quartiers. Les quartiers qui sont l'exemple typique d'une alliance publique-privée, parce qu'on s'inscrit dans un morceau de ville en interface avec des îlots qui, eux, sont l'apanage de maîtres d'ouvrage isolés. Comment est-ce qu'on coordonne tout ça? Et en amont, c'est ce label que nous lançons mercredi prochain. Et puis, vous pouvez aller aussi consulter nos podcasts sur les ondes de Radio Imo. Vous tapez radio.imo et vous tapez le mot nature ou biodiversité. Vous trouverez une quarantaine de podcasts, notamment avec l'interprofession Valor. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci encore à nos intervenants. Merci à vous et à très bientôt. Merci.